faut remonter donc pour cette idée à l'an 2007 en Bulgarie. À l'époque, j'étais étudiant en Erasmus à Sofia. Je travaillais sur des caricatures de presse, de propagande durant la Seconde Guerre mondiale. Et à la fin donc de l'année, eh bien, Guillaume Lequintrec, responsable du côté français du manuel franco-allemand, première édition en 2006, un manuel donc pour les Français et les Allemands destiné aux classes de première, vient le présenter à Sofia, capitale bulgare. J'y assiste. Je trouve cela très intéressant, j'envoie un mail à mon directeur de recherche et quelques mois plus tard, il me fait part d'une demande du mémorial de Caen, puisque le directeur du mémorial de Caen, M. Stéphane Grimaldi, souhaitait voir si nous pouvions étendre bien, cette écriture, non pas seulement donc binationale, comme c'était le cas pour délégations françaises et allemandes, mais si on pouvait l'étendre à l'échelle entière du continent européen. Et donc j'ai accepté cette mission et je suis donc parti pendant 1 an et demi à travers l'Europe pour récolter les manuels scolaires des pays européens. Mais c'est intéressant parce que là on rentre dans la définition même du manuel scolaire qui peut être donc un objet de propagande politique, parce qu'un manuel scolaire c'est un objet qui a plusieurs faces. Un manuel c'est un objet donc de propagande politique puisque c'est donc l'État qui souhaite par des programmes scolaires et par le vecteur du manuel transmettre une histoire. Et là on est vraiment au cœur d'une propagande soviétique dans les manuels scolaires édités entre 1945 et 1989-1990. Objet aussi, eh bien pourquoi pas le manuel scolaire objet diplomatique, comme on a pu le supposer avec le manuel franco-allemand, ou les autres manuels, parce qu'il faut le dire aussi, qui ont été créés, ou outils pédagogiques créés à travers l'Europe. Il n'y a pas seulement l'exemple du manuel franco-allemand, même si c'est le seul réel manuel scolaire utilisé entre deux pays et écrit par deux communautés scientifiques de deux pays différents, mais il y a d'autres outils pédagogiques qui ont été créés en Europe, comme je pense au manuel des pays baltes, où les historiens lituaniens, estoniens estoniens, je disais, et le troisième pays balte, la Lituanie, voilà, Lettonie, Lituanie, Estonie, ce manuel qui a été rédigé année 2000 aussi, et un outil pédagogique qui est assez intéressant, le produit pédagogique germano-polonais, édité aussi donc année 2000, où là il a fallu dépasser deux grands défis, puisqu'il y a le premier concernant les populations allemandes qui ont dû quitter une partie du territoire à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, puisque avec la conférence de Potsdam, les lignes frontalières germano-polonaises sont déplacées vers l'ouest, avec donc la fameuse ligne Oder-Neisse, et il y aura 3,5 millions d'Allemands qui devront quitter les anciennes parties qu'ils habitaient, et là les Polonais parlent de populations déplacées, certains historiens allemands parlent de populations réfugiées. Voici au niveau des termes sémantiques, une vraie opposition. Et puis le deuxième défi qu'il fallait relever pour les Allemands et les Polonais, c'était, on va dire, la culpabilité de l'État allemand, ou du moins du peuple allemand vis-à-vis des Polonais, bien sûr avec les camps de concentration et d'extermination placés en Pologne, et la vie des Polonais sous l'égide, bien sûr, du Troisième Reich. Et donc voilà, autant de défis qu'il fallait relever sur ce point de l'objet du manuel scolaire. Objet bien sûr de mythe, c'est-à-dire de mythe, de légende si l'on veut, que l'on retrouve dans les manuels scolaires. Il y a des mythes que l'on voit se construire dans le manuel, des mythes que l'on voit parfois aussi se déconstruire, ou parfois des mythes fantasmés que nous ne voyons pas apparaître dans les manuels scolaires. On s'intéresse notamment au mythe de la France résistentialiste, le mythe résistentialiste, la France résistante. Est-ce le cas réel dans les manuels scolaires? Est-ce que durant les années 1960, nous allons voir apparaître cela dans les manuels? Eh bien la réponse est non, puisque dès 1962, date à laquelle pour la première fois la France met au programme scolaire des lycéens la Seconde Guerre mondiale, il n'en est pas, puisqu'on parle autant de collaboration et de résistance dans les lignes des manuels, et notamment, je cite un manuel aux éditions Nathan qui est publié en 1962, qui dit bien que les mouvements de la résistance ne sont pas massifs, mais qu'il y avait un nombre de Français égarés intéressés par la collaboration. Donc c'est un mythe qui est fantasmé, qu'on aurait pu imaginer, mais qui n'apparaît pas. En revanche, il y a, c'est vrai, une figure du général de Gaulle qui apparaît bien. D'ailleurs, je cite également un manuel qui dit que le général de Gaulle était une figure incontestée de la résistance. Là, nous voyons bien que nous ne faisons pas pas d'intérêt en tout cas sur les difficultés de Gaulle à unifier la résistance comme nous le savons. Voilà sur différents mythes que je pouvais
présenter un autre aussi qui est important, c'est le mythe de Dunkerque, le fameux miracle de Dunkerque de 1940. Ces troupes qui passent de la France après la débâcle, ils vont traverser le couloir de la Manche pour aller vers l'Angleterre. Eh bien, un véritable mythe du miracle de Dunkerque que les manuels scolaires anglais, mais aussi d'ailleurs français, vont diffuser. Un mythe qui va se déconstruire au fur et à mesure du temps dans les lignes des manuels scolaires anglais. Nous voyons, années 50, 60, 70, on parle vraiment d'un miracle. À partir des années 1980, ce n'est plus un miracle, mais une victoire morale. Et après, années 90-2000, nous voyons bien un mythe qui est dénoncé en disant qu'en fait, c'était une lamentable solution lamentable défaite et solution face à cette lamentable défaite qui est caractérisée ainsi. Donc un mythe qui va s'effondrer et même qui va être dénoncé, puisqu'on parle clairement là d'un choix d'un mythe créé, érigé par Churchill et diffusé par la presse. Voilà donc des exemples de différents mythes qui apparaissent ou disparaissent, en tout cas ou dénoncés dans les manuels scolaires. Il faut un temps long, un temps de maturation qui peut être donc celui, par exemple, de la recherche historique. Il y a donc différents temps qui vont influer sur les manuels scolaires. Recherche historique, exemple, également le mythe, si l'on veut, d'une population anglaise complètement unie et même, on va dire, héroïsée, puisque c'est le cas, on peut le voir dans les manuels scolaires, durant le Blitz, c'est-à-dire la bataille d'Angleterre et donc les bombardements massifs de la Luftwaffe sur les villes anglaises. Eh bien, en 1991, pour la première fois, Angus Calder publie The Myth of the Blitz, et ceci va complètement influer sur la production des manuels scolaires à la suite de cela. Avant cette édition de cet ouvrage, il n'y aura pas vraiment de trace de cette question d'un mythe d'un peuple uni. Parce qu'évidemment, cela aussi crée une conscience collective liée à cela, une conscience collective créée sur l'héroïsation d'un peuple durant un événement majeur de la guerre. C'est absolument certain. Et donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc le temps historique, on le voit aussi par exemple du côté de la France, concernant la participation de l'État français à l'extermination des Juifs, notamment avec la rafle du Veldiv. Par exemple, il est clair et net que les différents ouvrages qui vont être publiés, notamment je pense à l'ouvrage sur la déportation des Juifs de Serge Klarsfeld de la fin des années 1970, qui va bien sûr influer par la suite, années 80, sur les travaux des différentes commissions qui rédigent des manuels scolaires. On va commencer à voir apparaître dans les années 1980 l'épisode de la rafle du Veldiv qu'on ne voyait jamais apparaître avant, d'abord 1983, où dans 7 manuels sur 8, les photographies de la rafle du Veldiv de juillet 1942 vont apparaître. Et puis, à la suite de ça, il faudra attendre en revanche 1988, donc un peu plus tardivement, pour voir directement apparaître la question de la responsabilité de la police, de la gendarmerie, de l'État français. Parce qu'au-delà du temps, puisqu'on parlait du temps de la recherche historique, il y a aussi, et c'est indubitable, le temps politique, bien sûr, à quel moment le discours politique va parfois rejoindre la recherche historique, ou du moins révéler, par exemple, la participation au génocide, ou clairement la reconnaissance de la culpabilité de l'État français. C'est un exemple parmi tant d'autres. Si je reviens cette fois-ci sur l'Allemagne, par exemple, il est clair qu'un ouvrage qui est publié en 1996, qui s'appelle « Les bourreaux volontaires » de Hitler, de Daniel Goldhagen, il est clair et net que cet ouvrage va jouer un rôle majeur sur la question de la culpabilité, par exemple, du peuple allemand. Ça, c'est une certitude.